Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Je suis en compagnie de Sébastien, du coup, juste là. Bonjour à tous et excellente année 2022 à vous. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la vidéo, on est le 1er janvier. Bon, nous, on est un peu avant, on n'a pas tourné il y a une heure ou pas. On est exactement même le 22 décembre. Du coup, on vous souhaite une excellente année 2022, plein de bonnes choses, plein de réussites à vous et à vos proches et plein de vélos et que le Covid arrête. Voilà. Ben voilà, je vous souhaite aussi du coup une bonne année. Sébastien a tout dit. Du coup, on va vous présenter le concept de l'émission tout de suite. Alors, le concept va être très simple. En fait, on est à deux là, du coup. On va débattre sur des sujets du vélo de tous les jours. Donc là, on va débattre sur la saison 2021 du coup qui s'est écoulée, sur les transferts et sur notre preview de la saison 2022, ce qu'on aimerait voir et ce qu'on attend. Le concept, c'est aussi que on puisse débattre avec vous dans les commentaires, que vous donnez votre avis, et surtout que chacun a son avis. Du coup, il faut respecter chacun son avis. Benoît et moi-même, on n'aura pas du tout peut-être le même avis sur certains points. Du coup, vous allez voir au cours de la vidéo, on a bien préparé l'émission. L'idée, elle est venue vraiment il y a 2-3 mois, je pense. Un jour, j'appelle Benoît, je dis ça serait bien de faire ça, même si ça existe déjà, bien sûr, sur YouTube. Hein. Du coup, on a voulu faire notre sauce. Franchement, on a bien préparé. Benoît il a bien préparé toutes les scènes et tout. Franchement, gros big up à lui. Vous pourrez le mettre dans les commentaires. Franchement, là, on est prêt. Et si ça vous plaît, bien sûr, il faudra nous le dire. Parce que comme ça va nous motiver encore plus. Et du coup, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah voilà, bah après n'hésitez pas à mettre en commentaire, surtout des commentaires constructifs, les points d'amélioration qu'on peut apporter pour l'émission, s'il y a des petites choses qu'on peut rajouter. Vous allez voir que là, aujourd'hui, on va surtout rester sur plutôt le cyclisme sur route, cyclocross masculin. Pour la première émission, on préférait voir et ensuite, si on voit que ça marche, si ça vous plaît, et forcément, là, on va revenir sur une saison entière qui est passée. Du coup, c'est compliqué de faire ça assez court, mais on parlera aussi du cyclisme féminin si ça vous plaît. Et puis bah voilà, après petit point aussi, pour le moment on n'a pas de nom d'émission, on a réfléchi à quelques noms, pour l'instant on n'a pas trouvé quelque chose qui nous plaisait, et en fait surtout on voulait voir avec vous, donc si jamais vous avez des idées d'émissions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis sûr, il y a des personnes qui vont peut-être avoir des idées qui sont vraiment qui vont nous faire tilt et qui vont nous plaire tout de suite. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis vous verrez sur l'émission numéro 2 le nom qu'on aura choisi. Logiquement, on devrait se mettre d'accord d'ici là. Voilà. Pareil, dernier petit point, excusez-moi, avant de commencer. Il va sûrement avoir des erreurs de prononciation et tout ça, donc on s'excuse par avance. On n'est pas les pros français, peut-être qu'il va y avoir des erreurs dans le français, dans notre façon de parler, mais on est entre nous, les gars. On est entre nous, on parle comme on est, enfin, il n'y a pas de problème. Voilà. On n'est pas en live, mais c'est comme s'il y aura du montage derrière, forcément. Mais c'est une émission qui pourrait potentiellement après évoluer pour dire d'être en direct et interagir directement avec vous. Et bah, voilà. Peut-être ça, peut-être être en live, et même pourquoi pas un jour directement vous invitez vous pour débattre en direct avec vous, ou alors peut-être pourquoi pas un jour, si vraiment ça fonctionne, avoir des invités. Style un coureur ou autre. Du coup, ça, on verra vraiment par la suite, voir comment elle évolue là, l'émission et ce que ça donne, surtout en termes d'audience, parce qu'il faut voir si ça vous plaît et si on a des bons retours. Voilà, parce que la préparation est grosse. Bon, sur ce, je pense que l'intro est faite, on a tout dit. Et puis, bah, allez, on va partir sur le premier point. Bon, du coup, comment ça va se dérouler? On va faire une première partie où on aura le bilan de la saison 2021. On va parler un peu de nos top 3, les flops aussi, pourquoi pas. Ensuite, on va enchaîner avec les transferts, les plus gros transferts de la saison. On va pas tous les faire parce que forcément, il y en aurait énormément. Ensuite, on va parler un peu de cyclocross et on va enchaîner pour finir avec la saison 2022 avec pas mal de choses à dire du coup sur la saison qui va arriver. Alors du coup, on va commencer par la première partie, qui est notre bilan de la saison 2021. Alors du coup, on va voir à peu près toute la saison 2021, parce qu'on se souvient aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne se souvient plus forcément. Du coup, on a choisi 3 tops.
Et 3 flops, bon Benoît, il n'y a pas 3 flops, mais on va faire, on va débattre sur les miens, parce que moi j'en ai 3 du coup, Benoît il en a un je crois. Ouais, j'en ai un. Il y en a un seul. Du coup, on va passer sur les tops, du coup chacun 3 tops, et du coup Benoît va commencer, à lui l'honneur. Du coup, pour mon top 3, on se retrouve en première position. On commence de la première position ou de la troisième? Comme tu veux, comme tu veux. Ah bah allez, on va monter crescendo. Crescendo, Du coup, ouais. forcément. Alors, je vais commencer du coup par mon troisième, Mark Cavendish, avec 4 victoires d'étape sur le Tour de France plus le maillot vert. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas parié ça au début de saison avec le retour de Mark Cavendish à la Deceuninck Quick-Step. Il a fait une saison quand même assez Incroyable. folle, assez Incroyable. incroyable, ouais, parce qu'on Pour pensait soi. pas qu'il allait revenir à ce niveau-là en le voyant sur les saisons précédentes. Moi je le pensais terminé. Clairement, moi je le pensais terminé. Quand il est parti à la Bahreïn, franchement, Donc, je le pensais terminé. Et là, le revoir comme ça à la Quick Step, c'est quand même ouf. Et du coup, bah, je pense que ça l'a aidé avec le retrait de Caleb Ewan à la suite de sa chute sur le Tour de France. Franchement, incroyable. Du coup, à toi, Sébastien, on passe sur ta troisième position du coup. Ma troisième position du coup de mon top 3, c'est Alpecin. Franchement, incroyable. Saison incroyable, digne d'une World Tour pour moi. Je pense qu'il n'y a pas énormément de World Tour qui ont atteint le stade de victoire de la Alpecin. J'ai compté 33 victoires. Du coup, franchement, pour moi, je trouve que c'est des victoires majeures de Mathieu Van Der Poel, de Philipsen et de Merlier en sprint ou des victoires de Van Der Poel, là, c'est incroyable. Mais sinon, franchement, incroyable. L'équipe toujours présente, toujours limite en tête de peloton, comme une World Tour, quoi. Moi, c'est ça, elle était présente sur toutes les courses où elle participait, aux avant-postes, donc une très grosse équipe qui pourrait mériter une place en World Tour, si, au vu des résultats réalisés sur l'année 2021 du coup. Et même, on peut voir aussi que sur les grands tours, ils sont présents aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas beaucoup d'équipes World Tour arrivent à gagner sur les 3 grands tours comme ça. Surtout, pas beaucoup d'équipes pro gagnent sur des grands tours. C'est ce qu'il faut voir aussi. Je pense que cette année, il n'y a que Eolo qui ont réussi. Et du coup, Benoît, ton deuxième. Alors, mon deuxième, je vais être obligé de lire. On a Sonny Colbrelli, du coup, avec, dès le début de l'année, en bonne condition sur les classiques. Il termine 6ème de Kurn-Bruxelles-Kurn, 4ème de Gand-Wevelgem, 8ème de Milan-San Remo. Ensuite, il devient champion d'Italie. Il fait un très gros Tour de France, malgré en fait, pas de victoire. Mais il fait quand même un très gros Tour de France. On le voyait qu'il était en forme pour ce tour. Ensuite, il devient champion d'Europe. Et puis, en fin de saison, le Graal. Paris-Roubaix, je l'attendais pas forcément, on savait qu'il était là, et même sur les championnats du monde, on le voyait bien, on était présent, on le voyait qu'il était en forme. Par contre, de là à le voir gagner Paris-Roubaix, on commençait à se dire pourquoi pas, mais il l'a fait. Et puis en plus, surtout avec les conditions climatiques de Paris-Roubaix. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez impressionnant qu'il gagne sur Paris-Roubaix. Sachant que je trouve que depuis le début la mi-saison, parce qu'il a fait quand même des belles classiques, depuis la mi-saison, il se dirige plus vers un profil de puncher sprinter, parce qu'il gagne moins en sprint massif, comme on a vu sur le Tour de France, il arrive moins à se placer, etc., etc. Mais par contre, il est présent sur des étapes où il y a un peu plus de dénivelé. Il me fait penser un peu à un Sagan de l'époque, à comparer un peu. Franchement, bravo à lui. Enfin, il fait une belle saison. Champion d'Europe sur un parcours quand même assez compliqué. Ouais. L'Italie, j'ai pas regardé le championnat d'Italie, du coup, je peux pas vous dire. Mais gros Tour de France malgré sans victoire. Mais ouais, si le Paris-Roubaix, assez incroyable, quoi. Franchement, bravo à lui. Voilà, présent tout au long de la saison. Et puis, du coup, à toi, Sébastien, pour ta deuxième position. Alors moi, seconde position, on va dire que je suis un peu je fais trop simple, mais moi c'est la Deceuninck. Franchement, j'ai fait Alpecin, maintenant je fais Deceuninck, je passe au World Tour. Assez incroyable saison, toujours au top. Franchement, les saisons elles se suivent et elles se ressemblent pour moi. Du coup, il y a 65 victoires, l'équipe qui a le plus gagné cette année. J'ai calculé, alors si mes comptes sont bons, attention, c'est approximatif, j'ai pas tout regardé, mais il y a 16 coureurs différents de l'effectif qui ont levé les bras cette année. C'est quand même assez impressionnant sur l'effectif. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant.
Puis ça part de Steimle qui gagne sur le Tour de Slovaquie, je crois, et jusqu'à Julian qui gagne la Flèche Wallonne. Et Asgreen qui gagne le Ronde. Mais c'est incroyable. Et je trouve qu'ils ont fait des Flandriennes. Je parle de la session mars-avril, quand même assez incroyable. Le 3 a été géré d'une façon incroyable avec Asgreen qui part à 60 bornes de l'arrivée, qui se fait reprendre et qui rattaque juste derrière. Et le Tour des Flandres, je préfère même pas le dire parce que pour moi c'était l'une des plus belles courses de la saison. Une maîtrise totale, le sujet de A à Z. Franchement, rien à dire. Ouais, toujours pareil, hein, de toute façon, depuis quelques années, Quick-Step on est habitué au top à chaque fois avec ses coureurs, même avec ses jeunes coureurs en général. Ouais. Donc voilà, une de nos équipes de toute façon, sa favorite. Là, pour le coup, on se rejoint sur l'équipe. Donc voilà. Parfait. Mais du coup, toi, on va savoir ton premier maintenant. Du coup, mon premier... En fait, je pense que notre premier se rejoint un peu. Le premier, c'est un peu la même chose. Julien Alaphilippe, champion du monde. Forcément, en plus, pour nous, on était là-bas. On était sur place. Vous avez eu la vidéo. Donc, on va pas refaire et surtout qui a extrêmement bien marché. Et on voulait encore vous remercier sur ce point-là parce que franchement, cette vidéo, elle nous fait du bien. Et quand c'est le temps qu'on passe à préparer, à aller sur les courses, parce que aller sur les courses, c'est pas juste prendre sa voiture et y aller, parce que faut savoir où aller, où bien se placer pour vous proposer les meilleurs plans. Et c'est aussi du temps, parce que ça fait des sacrées journées. Franchement, merci pour vos retours, parce que et aussi les retours sur cette vidéo, ils sont assez incroyables, vos remerciements, etc., etc. Franchement, merci à vous. Mais du coup, voilà, Julien Alaphilippe, on l'attendait pas forcément. Moi, j'avais dit au matin, je le mets pas en favori et tout ça. Et moi, j'en voyais qu'un seul, c'était Wout van Aert. D'ailleurs, je vais en parler après de Wout van Aert. Mais non, c'est incroyable. Franchement, du coup, moi, je te rejoins aussi sur ce point-là. Moi, j'avais mis que mon top 1, c'était les Mondiaux, la plus belle course que j'ai vue de cette saison. Et même, je peux rajouter les plus belles courses que j'ai vues depuis que je regarde le vélo. Franchement, c'est parti à 180 bandes de l'arrivée avec l'équipe de France. C'était incroyable. Remco devant, c'était juste incroyable. La course, je la regarde encore en replay actuellement. Vous voyez, je peux la regarder 10 fois. On va jamais s'ennuyer devant cette course. Et Julien qui place autant d'attaques, c'est incroyable. Incroyable. On a vécu quand même un mondial assez incroyable. Ouais. C'était ouf, hein. De toute façon, si vous n'avez pas eu la vidéo, je vous la mets en annotation dans un coin en haut de l'écran. Mais c'était juste ouf, on finit à l'hôtel et tout ça avec eux. Bref, on va pas en reparler, on va passer à autre chose, sinon la vidéo va durer 1h30. Mais voilà, notre top 1, forcément, la même chose. Mais du coup, un petit sujet comme ça, c'est quelle course tu as préféré regarder en 2021 ? Alors, quelle course ? Attention, ça peut être une course comme un grand tour. Moi, je préférerais plutôt un grand tour là. Ouais, pour le coup, j'ai pas été mettre le Tour de France, mais par contre, entre la Vuelta et le Giro, c'était quand même assez cool à regarder. Il y avait du suspense, il y avait des attaques. De toute façon, en général, chaque année, hein, sur le Giro et la Vuelta, on dit que ça bouge plus. Je saurais pas trop qui mettre là pour le coup en avant, parce que entre déjà Bardet qui était pas trop mal sur le Giro, qui m'a fait aussi espérer pendant quelques sur le début du Giro. Ensuite on a Bernal qui a attaqué aussi pendant la Vuelta, qui a fait des trucs. Je serais pas trop départagé le Giro et la Vuelta, mais c'est vraiment deux courses qui c'est toujours pareil. Après les grands tours, on les regarde pendant 3 semaines. En plus, j'ai pu les suivre quasiment totalement. Du coup, forcément, j'arriverai pas trop à départager ça. Mais toi, je sais pas du coup ce que t'en penses un petit peu. Alors moi, là, je parle en grand tour, bien sûr. Le grand tour préféré, que j'ai préféré regarder cette année, c'était le Giro. Franchement, assez incroyable le Giro cette année. Pourquoi je mets pas le Tour de France ? Parce que le Tour de France, pour moi, contre la montée à Laval, a été plié par Pogačar. Clairement, il n'y a rien qui pouvait lui passer. Du coup, c'était un beau Tour de France. On ne peut pas dire le contraire. Je trouve que moi, les étapes en Bretagne m'ont plu. Après, c'est tout. Pogačar était plus fort. Il était plus fort. Mais du coup, je reviens sur Bernal parce que moi, Bernal m'a fait extrêmement plaisir sur le Giro à être attaquant comme il a été. Franchement, un très beau Giro. Rien à dire. La Vuelta, j'ai moins suivi.
parce que c'était la reprise du travail, etc. etc. Mais j'ai regardé quand même un peu, c'était C'est aussi pareil, plaisant à voir. Ouais. c'était aussi une belle bataille, donc forcément, quand il y a du suspense comme ça, qu'il y a des batailles comme ça, forcément, c'est toujours cool à suivre, et sachant que ça pouvait changer à tout moment. Tour de France, c'était un peu plus compliqué, il y a quand même beaucoup plus d'écart. Donc voilà. Cool. Du coup, bah maintenant on va passer sur les flops. Là, ça va faire parler parce que, bon, Benoît, il n'y en a qu'un. Du coup, on va faire Benoît en premier. Et du coup, je vais dire les trois. Et du coup, on en discutera tout de suite avec Benoît pour savoir son point de vue, si on partage les mêmes points de vue. Alors moi, pour les flops, j'ai pas mis un coureur ou une course en particulier, enfin le déroulement de la course. Par contre, j'ai mis c'est les 4 jours de Dunkerque qui ont encore été annulés cette année. Faut savoir que les 4 jours de Dunkerque, on a l'habitude depuis le début de la chaîne de les suivre. Quasiment toute la semaine, enfin en tout cas un maximum de courses. Il y a des moments, moi j'y allais tout seul, Sébastien y allait le lendemain parce que moi je travaillais et que lui non. Et sachant que là cette année on avait pris des congés justement pour suivre les 4 jours de Dunkerque. C'était vraiment dans les parages, on pouvait suivre, Tout. à part la dernière étape, on avait toutes les étapes qui passaient vraiment juste à côté. On n'avait pas très loin à aller. Donc ça aussi, c'était sympa. Et du coup, forcément, annulé, on y a espéré jusqu'au dernier moment. Donc voilà, dommage. Petit point positif, c'est que le parcours n'a quasiment pas Il n'a changé. pas changé. C'est le Du même coup, que l'année dernière. Du coup, on croise les doigts pour ouais. cette année. Du coup, voilà, c'était petit flop, juste pour le truc de dire on avait l'habitude d'y aller. Et cette année, on a encore été privé de ça, sachant qu'on avait pris justement nos congés pour nous vous faire des vidéos quasiment tous les jours. Du coup, je te lance. Moi, c'est mon seul flop, on va dire. J'ai pas trouvé autre chose à dire. Et je vais te lancer. Je sais qu'à un moment donné, on va peut-être pouvoir débattre sur un sujet. Du coup, bon, bah, du coup, je vais faire dans l'ordre pour aller vers le plus haut. Du coup, mon troisième, c'est Démarre en World Tour. Cette année, ça n'a pas voulu. Franchement, après la fin de saison 2020 qu'il a fait, on attendait vraiment un Démarre monstrueux en 2021. Ça a réussi un peu en pro, en catégorie en dessous. Mais en World Tour, ça n'a pas voulu. Ça a toujours tourné autour de la deuxième place. Ça a commencé avec sa deuxième place à Paris-Nice sur la première étape. Après des classiques mitigés, même si on sait qu'il ne veut plus Ouais. forcément s'axer vers les classiques. Mais tu vois, par exemple, un Gand Wevelgem, il aurait pu être là parce que c'est un peu une classique de sprinter. Il n'a pas fait une bonne place. Tour de France, décevant pour Ouais. moi. Il a fait sa meilleure place, une quatrième, et après il était hors délai à Tignes. Vuelta, ben, bis repetita, il n'y arrive pas à trouver. On ne retrouve plus le train de la FDJ de l'année dernière. On espère que ça va changer pour 2022. Après, pour moi, il y a quand même une fin de saison un peu réussie parce qu'il a fait un très beau mondial pour moi, qui était au Ouais. soutien de Julien constamment. Et il y a eu la victoire sur Paris-Tour, qui a été C'est quand même ça. très belle. Je trouve une très belle victoire sur Paris-Tour, qui ont été cherchés du coup avec Stuyven. J'espère le rebond en tout cas de Arnaud Démare en 2022, surtout en World Tour. Parce qu'on sait qu'il peut gagner en dessous, mais au-dessus, en World Tour, maintenant, il va falloir confronter les grosses équipes, quoi. C'est ça. Bon, alors après, t'as tout dit. C'est vrai qu'il sortait d'une grosse saison. Donc, j'espérais, moi, d'ailleurs, le voir très bien cette saison. Donc, on croise les doigts pour l'année prochaine, tout simplement. Et puis, du coup, je te laisse enchaîner tout de Du suite coup, avec ta deuxième place. j'enchaîne avec mon deuxième flop, qui est la BNB Vital Concept. Malheureusement, pour moi, c'est une année... je vais dire très décevant parce que je peux pas dire plus, mais c'est 6 victoires. 6 victoires, mais 4 autour du Rwanda, 2 autour de Tour de Savoie. C'est vraiment des courses où il n'y a pas forcément énormément de concurrence. À part le titre de super combatif de Franck Bonamour, son super Tour de France, parce Ouais, qu'il a fait quand même un super Tour de France. Ça faut le souligner. Mais c'est seulement un truc sur toute une année, quoi. Et qui est faible. Et je trouve que même pas avoir une victoire en Coupe de France, sachant qu'on avait un Brian Cocard, on a quand même des belles cartes, c'est quand même assez dommage pour cette année. ouais, c'est ça, c'est sûr. En plus, surtout que c'est une équipe qu'on aime bien de base. Ouais, Euh, on la porte dans notre cœur, cette donc, équipe. Du coup, c'est pour ça que ouais. ça fait mal, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis senti un peu obligé de la mettre dans le flop.
Je pense que Benoît aussi l'avait en flop, mais vu que je l'ai aussi. Ouais, c'est ça. Après, pour parler à chaque fois de la même chose. Mais c'est vrai que BNB, quand même, une année un peu décevante. On espère que pour l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Et puis, bah voilà, on attend de voir ça. Petite question, du coup, toi. Quelle course tu as préférée cette année? C'est une étape ou ou une course d'un jour? Alors, bah, du coup, forcément, hors championnat du monde, hein, vu qu'on en a Oui, déjà parce que parlé. sinon, oui, on a déjà dit les championnats du monde. Alors, moi, j'ai mis Paris-Roubaix. Course bah déjà en fait à domicile pour nous, toujours pareil. On a été voir les recos, on a pu suivre la Quick Step, on a pu aller Ouais. à leur hôtel faire signer un maillot par toute l'équipe. Donc ça déjà c'était juste ouf. Ensuite on avait la première année de la course femmes qui démarrait pareil à Denain, à côté de chez nous. Oui. Donc j'ai pu vous faire une vidéo. Sébastien était également dans les pavés. On parlait. Donc c'était vraiment cool à Ah, voir c'est ça. incroyable cette année d'ailleurs. Surtout avec les conditions qu'elles ont eues pour cette première édition. Incroyable. Franchement, c'était. Et j'ai vu juste, d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, je crois, il y a Audrey Cordon-Rago Ouais. qui est parti refaire des pavés. Et il y avait aussi C'est des ça. conditions climatiques. Franchement, c'est que Ouais. ils en veulent parce que c'est qu'ils apprécient. Parce que sinon, bah moi, tu me dis en décembre, vas-y, on va tester les pavés. Faut être motivé, quoi. Bah, surtout là, on habite vraiment à côté du secteur pavé de Mons-en-Pevel. En ce moment, les conditions sont vraiment Ah, pas non. ouf pour Moi, aller rouler j'habite- dans les pavés. J'habite à 150 mètres du secteur Ouais. de Mons-en-Pével. Je vous assure que les conditions en ce moment, c'est pas du tout top. C'est même limite pire que pendant Paris-Roubaix. Du coup, voilà, course féminine incroyable et pareil, du spectacle chez les hommes. Donc en soi, c'est le Paris-Roubaix en global, en globalité Du coup, qui était Du juste coup, ouf pour toi, c'est ta classique préférée. Ah, du coup, ouais, forcément, j'ai Ok. le petit truc Ok. d'y aller depuis tout Ouais, c'est jeune ça. et tout ça, de faire des pavés aussi également, qui fait que c'est la classique Ok. de l'année. Ok. Je te pose la question, du coup, toi, Du coup, moi, quelle course? la course que j'ai préférée cette année, c'est bien hors championnat du monde. Je t'en ai parlé en plus il y a quelques jours. J'hésitais vraiment entre deux. J'ai fait mon choix. Je vous dis la deuxième si vous voulez. J'ai hésité. C'était l'étape de Tirreno Adriatico avec l'attaque de Mathieu Van Der Poel à je sais plus combien de kilomètres de l'arrivée. C'était une étape assez dantesque. J'ai bien aimé cette étape, mais pour moi, une des meilleures classiques, c'est le Tour des Flandres. Franchement, Tour des Flandres incroyable cette année, avec encore cette quick step en leader, et toujours présente. Ouais. Franchement incroyable. Même s'ils n'ont pas été là sur Paris-Roubaix, ils ont eu de la malchance un peu pour moi, mais incroyable. Le Tour des Flandres, puis surtout un peu de nostalgie parce que cette année on n'a pas pu y aller. Enfin, ça fait Ouais, c'est ça. 2 ans qu'on n'a pas pu y aller et c'est une course vraiment qu'on apprécie aller voir Ouais. parce que les Belges, franchement, si Ouais. vous regardez cette vidéo, franchement, big up à vous parce que l'ambiance que vous mettez sur Ouais, les c'est courses, juste ouf. c'est assez incroyable. Et franchement, moi, c'est une course que j'apprécie fortement aller voir. Je pense que c'était une des premières courses qu'on a été voir ensemble d'ailleurs. C'est une des premières vidéos aussi qu'on a fait sur la chaîne avec la victoire de Philippe Gilbert. Ouais, Donc, c'était assez incroyable et on a toujours trouvé et on est toujours Ouais. retourné au même endroit parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour aller les voir. Il n'y a pas de monde. Et sur la relance après le vieux Quarmont, là, franchement incroyable. Voilà. Mais du coup, je vais te relancer sur ta première position des flops. En plus, celui-là, tu la connais et tu sais très bien Et qu'elle du peut coup, faire c'est pour débat. ça. Je sais qu'on va pouvoir en parler. Vous allez pouvoir aussi donner Alors, votre avis en commentaire aussi. Parce Alors, que à c'est savoir intéressant que de savoir, c'est mon avis, Ouais. c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue différent. Benoît a un point de vue, je pense, totalement différent à ce niveau. Et que vous en aurez sûrement différent. Mais pour moi, j'ai un flop qui est Wout van Aert. Wout van Aert qui est très décevant sur les classiques et les courses d'une journée. Certes, on le voit sur le Tour de France ou autre, gagner sur un sprint au Ventoux, sur un contre-la-montre. Il est là. Mais pour moi, sur les classiques, j'attends un Wout van Aert plus fort. Enfin, sur Paris-Roubaix, il fait 11e. 7e, pardon. Il fait 11e sur le 3. Il fait 6e sur le Ronde. Moi, je l'attends au plus haut niveau, en fait, sur ces courses-là. Certes, il a gagné la Amstel cette année. Pour moi, c'est pas une Flandrienne, mais je respecte totalement votre point de vue. Enfin, moi, ok, il a gagné. Il a gagné sur Gand-Wevelgem. Après, on va dire, il est très bon en sprint. Du coup, je pense que c'est pas forcément compliqué pour lui de gagner et de passer juste le Kemmelberg. Mais pour moi, Wout van Aert, c'est une déception parce que j'aimerais le voir gagner sur le Ronde. En plus, il est belge. Je pense que ça devrait être ouf l'ambiance.
sur Paris-Roubaix, ça fait combien de temps qu'il est là et je trouve qu'il a jamais fait un top 3. Alors que si je compare aujourd'hui, on compare souvent les deux, Van der Poel et Van Aert. Van der Poel, première participation au Tour des Flandres, il gagne. Première participation à Paris-Roubaix, il fait 2. Non, 3. Pardon. C'est Vermeersch qui fait 2. Il y a quand même une différence de niveau pour moi. Et sur les courses d'une journée, quand je parle d'Estrade Bianche, il n'a pas été là. Et quand je prends les Jeux Olympiques, il fait 2. Ouais. Le contre-la-montre, quand il faut un titre, c'est compliqué. Il tombe toujours sur plus fort. Et sur les championnats du monde, catastrophe. Du coup, je vois je sais ce que Sébastien veut dire. En fait, Van Aert, il y a quelques années, on l'entendait plus sur des courses type classiques où il allait gagner des classiques et tout ça. Et au final, on le voit tout au long de l'année plus sur des courses où on l'attendait moins. Tour de France, gagner l'étape qui passe 2 fois sur le Ventoux, forcément qu'on ne l'attendait pas de base et que toi tu l'attends plus voir sur les classiques. Après du coup forcément vous avez compris qu'on n'était pas d'accord parce que moi j'ai du mal à me dire que Van Aert à mettre dans les flops sur la saison parce qu'il fait tellement une grosse saison entre les cyclocross et tout ça. Je pense qu'au final c'est tombé sur son pic de forme où son coup de moins bien était pendant les classiques flandriennes. Même si après Paris-Roubaix, je pense que c'était trop tard dans la saison et du coup son pic était passé. Mais du coup après c'est la vie de chacun. En soi ça se comprend. On l'attendrait. Sébastien l'attend sur les classiques. Il n'a pas répondu présent sur les classiques. On le voit à l'avant certes. C'est du très haut level. Mais après c'est vrai que on l'attendrait un peu plus fort ici que par exemple sur le Tour de France. Après à voir ce qu'il va faire par la suite. Il y a encore le temps. Mais du coup, je comprends ce qu'il voulait dire. Après, moi, du coup, forcément, je ne l'aurais pas mis dans un flop non plus. Vu la saison qu'il a. C'est chacun son avis. Après, moi, j'ai le mien. Pourtant, c'est un coureur que j'apprécie. Ouais. J'apprécie Wout van Aert. Il m'a impressionné sur le Tour de France. Il fait plaisir à voir. C'est quelqu'un que j'aime bien la personne. J'aime bien comment il parle. Franchement, j'aime beaucoup ce coureur sur le vélo. Mais c'est pour ça, je pense que en fait, j'en attends énormément sur les classiques. Et c'est peut-être pas... Je pense que c'est un objectif pour lui. Enfin, on peut pas dire que c'est pas un objectif parce que je pense qu'en tant que Belge, gagner le Ronde, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Après, on verra cette année. Peut-être que il va me dire, il va me faire me tromper et peut-être que je dirais, l'année prochaine, il sera dans un top. On verra. C'est ça. Du coup, voilà, on va clôturer ce point et puis on va se retrouver du coup tout de suite pour les transferts, les plus gros transferts. On va pas parler de tous parce que sinon on n'en aurait pas fini. Allez, tout de suite, les transferts pour la saison 2022. Bon, du coup, on se retrouve là pour la partie du coup numéro 2 qui est les transferts du coup la saison 2022. On n'a pas tous les transferts parce que le mercato n'est pas encore terminé. D'ailleurs, on a appris la prolongation aujourd'hui de Primož Roglič jusqu'en 2025 et hier de Geraint Thomas. Voilà, juste comme ça, on vous dit, du coup, on est le 22. Le 22, et du coup, c'est à la date d'aujourd'hui qu'on va vous dire les transferts. On va vous dire seulement les arrivées dans l'équipe parce que du coup, soit il change d'équipe ou alors il part en retraite et les retraités, on fera un point en fin de partie pour les retraités. Du coup, on va donner chacun une équipe et chacun va donner les noms. Du coup, excusez-nous si on bégaye ou on n'arrive pas, on a du mal à dire le nom. On va essayer de se reprendre et de le dire au mieux. Du coup, Benoît, il va commencer par AG2R et du coup, je te laisse la parole. Alors du coup, AG2R Citroën Team, on a Félix Gall, Valentin Paré-Peintre qui arrive aussi dans l'équipe et Antoine Rogel. Ouais, très, très light, on va dire. Félix Gall qui vient de la DSM. Et les deux autres, c'est des jeunes, du coup, à voir. Mais on va dire ils ont déjà un effectif assez beau, du coup, ça va continuer en 2022. Du coup, moi je vais enchaîner avec Astana. Du coup, avec l'arrivée de Nibali, Lopez, Moscon, Delacruz, Dobrowski et Conti, très grosse arrivée. Franchement, assez incroyable le recrutement de Astana. Il fait plaisir à voir. Maintenant, à voir ce que ça va donner sur les courses. Parce qu'on va dire, Nibali n'est plus tout jeune non plus. Ouais. Du coup, je pense qu'il va être là en soutien de Lopez.
Et aussi l'arrivée de Moscon, à voir ce que ça va donner. Bon, de toute façon, on va en reparler après parce que dans mes points plus en Ouais. bas, on va en reparler de Astana. Ça. J'enchaîne avec la Bahrain Victorious, avec l'arrivée de Luis Elon Sanchez et Jonas Price Pedersen. C'est bien. Désolé pour le nom. C'est bien. Toujours pareil, Luis Elon Sanchez, bah, assez vieux, mais après. Il roule toujours bien. Enfin, il va être là en soutien, je pense, pour C'est ça. un petit. J'ai perdu son nom, mais c'est pas grave. Mais non, du coup, beau recrutement et voir aussi Petersen ce que ça va donner parce qu'il est jeune et il est bon. Du coup, à voir ce que ça va donner maintenant chez les pros. Moi, je vais enchaîner du coup avec Labora. Labora, franchement, aussi incroyable avec l'arrivée de Sam Bennett, de Danny Van Poppel, de Vlasov, de Higuita, de Haller et de Uchtebroeks. De toute façon, on va en reparler plus bas aussi. Labora, on dit rien parce qu'on va reparler plus Ouais, bas. on va en Du coup, reparler plus bas. Donc, on enchaîne avec la Cofidis Solution Crédit avec l'arrivée de Yon Izagir, Brian Kokar, Timolai, Walshai, Benjamin Thomas, Bidar, Renard et Axel Zingle. Du coup, bah, un beau recrutement, voilà, voir ce que Ouais. ça va donner maintenant. Du coup, on va enchaîner avec l'AIF. L'AIF, l'arrivée de Chavez, Kudus, Eiking, Doul et Marc Padoun. Voilà, à voir aussi ce que ça va donner. Belle équipe. Ensuite, Groupama FDJ avec l'arrivée de Quentin Paché, Storer et Bram Walten. Quentin Paché, coureur que j'aime bien. Je suis content qu'il aille. Bah, du coup, c'est dommage parce que du coup, BNB perd un bon coureur. Par contre, content qu'il intègre une équipe World Tour. Ouais. Je pense que c'est bien pour lui. Et puis, bah, Storer, mais on n'en parle pas parce qu'on va en parler un peu plus bas C'est ça. pour toi. C'est ça. Alors, chez Ineos, l'arrivée du coup de Viviani, Fraile, Omar Fraile et de Plap à voir. Recrutement assez léger avec Viviani, Fraile qui attrape de l'âge aussi, mais qui est quand même champion d'Espagne. Et surtout beaucoup de jeunes. Je crois qu'il y a 3-4 jeunes. Bon, j'ai mis Plap parce qu'il est champion de chrono chez les Espoirs. Mais du coup, à voir ce que ça va donner cette année. Alors du coup, on enchaîne avec Intermarché Wanty Gobert Matériaux avec l'arrivée de Christophe, Adrien Petit, Dimitri Claes et Binstrom. Voilà, je pense qu'on va en reparler un petit On peu va en après reparler de après. bonnes recrues pour Christophe. Et ensuite, je pense que tu vas vouloir reparler d'Adrien Petit. Donc, bah, je te laisse enchaîner avec la prochaine équipe. Pas de problème. Alors, la prochaine équipe, c'est Israel Startup Nation. Pour moi, un recrutement assez décevant avec Fulsang, Nizzolo et Hull. Chacun son avis. Pour moi, c'est assez light et c'est assez vieillot. Désolé du terme, hein, mais Fulsang, il n'est plus tout jeune. Et puis après, bah, c'est à voir à voir ce que ça va donner là-bas, mais assez light. Alors ensuite, la Lotto Soudal avec l'arrivée de Campenard, enfin le retour de Le Campenard. retour du du coup. camp. Selling et Schwarzman qui arrivent, petit recrutement. Bah, petit recrutement, ils n'ont pas un effectif non plus Ouais. assez flamboyant, pardon. Du coup, bah, à voir ce que ça va donner en 2022, quoi. Je vais prendre la prochaine équipe qui est la Bike Exchange. Du coup, avec l'arrivée de surprise, on était tous surpris de Groenewegen, Craddock et Sobrero. Bon, ben, je n'ai pas d'avis non plus sur ce mercato. Alors ensuite, on enchaîne avec la Quickstep Alpha Vinyl. Vu comme ça, pas des gros noms, mais on a Van Wilder qui arrive dans l'équipe, Vac qui arrive aussi, Schmidt et Vernon. C'est bon. Du coup, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire. On le fait assez rapidement maintenant pour pas que ça dure trop longtemps. Parce que sinon, on pourrait en passer. Assez pas mal. incroyable, moi je trouve, même si on dirait pas comme ça, mais le recrutement de la Quick Step, parce que sachant qu'ils n'ont pas perdu énormément de monde, ils ont perdu que Almeida, OJ et Bennett. Van Wilder, pour moi, c'est un grand espoir. Vervac, j'ai toujours bien aimé ce coureur. Schmidt, j'adore. Vernon, j'aime bien. Et il y a aussi, je crois, il y en a qui a fait top 5, je crois, au championnat du monde aussi, U23, et qui a été recruté, j'ai pas noté. Du coup, à voir. Voilà. Après, on n'a pas dit tous les coureurs et puis surtout pas de gros noms connus, mais forcément, hein, c'est parce que c'est des jeunes et qui vont arriver. Je te laisse enchaîner avec la prochaine équipe.
Du coup, on va enchaîner avec la Movistar, avec l'arrivée de Gorka Izagirre, Aramburu Sosa, Oscar Rodriguez et Max Hunter. Très bon recrutement. À voir maintenant ce que ça va donner, parce que la Movistar elle est quand même décevante l'année dernière. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Maintenant, à voir sur le terrain. Team DSM, ça va être rapide, beaucoup de pertes de coureurs. On va pas forcément en parler, mais on n'a qu'une grosse arrivée, c'est John de Getkolb Le retour. qui revient du coup dans l'équipe. Donc c'est pareil, on verra ce que ça va donner. John de Getkolb, coureur que j'aimais bien, qui courait souvent dans le nord, donc je l'ai vraiment vu à ses débuts. Donc on verra ce que ça donne. Du coup, on va enchaîner avec la Jumbo Visma. On va pas s'attarder dessus parce qu'on va y revenir après aussi. Avec l'arrivée de Denis, Benoît, Laporte et Van der Sande. Du coup, la Trek Segafredo avec l'arrivée de Tony Galopin, Cataldo, Aberasturi, Holgard, Toulouk, Pello et Baroncini. Très bon recrutement. Très bon recrutement. UAE, Team Emirate. Alors, avec l'arrivée d'Ackerman, de Georges Bennett, Almeida, Soler, Ogier et Alexis Brunel. On en reviendra après. On en reviendra après aussi. Alpecin avec Marensko, Van Kesbrulk et Gogol. BNB, l'arrivée de Goujard, Pierre Barbier et de Victor Koreski. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. C'est quand même assez light. Et ce que j'ai compris, Koreski va faire plus de VTT que de route cette année. Du coup, voilà. Dernière équipe pour moi, Team Total Energy avec l'arrivée, forcément vous devez le savoir, de Sagan, Os et Bonnard. Et du coup, on termine par Arkea Samsic. On a fait vraiment les teams qui sont les plus importantes pour nous, avec l'arrivée de Nicolas Hédé, de Hugo Stetter et de Kevin Vauquelin. Voilà, on va parler un peu des personnes qui du coup partent en retraite. On va faire ça rapidement parce que là on a passé pas mal de temps à regarder les PC parce que forcément on n'a pas tout en tête et pareil avec les noms, on est encore désolé mais ça peut être des fois un peu compliqué surtout de les lire comme ça à la suite, surtout devant la caméra. Alors du coup, au niveau des départs en retraite, on a Tony Martin. Je sais pas si on parle un peu du coureur. Très belle carrière, franchement, rien à dire. Moi, j'ai adoré, et surtout sa fin aussi à la Jumbo Visma, qui a toujours été un capitaine de route. Franchement, bonne retraite à toi, Tony, mérité. C'est ça. Ensuite, Fabio Aru qui prend sa retraite quand même assez jeune. L'air de rien, même si on a peut-être ce goût d'inachevé, quand même une belle carrière avec ce qu'il a fait. On aurait pu en entendre plus. Moi, ça m'a surpris quand il a annoncé sa retraite, mais vu ce qu'il disait en soi, ça se comprend. Carrément. Donc voilà. Ça se comprend. Non, mais je pense qu'il va y avoir une reconversion derrière parce qu'il est quand même jeune. Du coup, bonne continuation à toi, même si je te connais pas. Voilà. André Greppel, Dédé, le gorille de Rostock pour les intimes. Bonne retraite, franchement très beau sprinter. Moi, c'est toujours ses cuisses qui m'impressionnent, même à son âge. Rien à dire à ce niveau. Moi, c'est un sprinter que j'ai apprécié moyennement, mais très grosse carrière. Très grosse carrière. Voilà. On peut pas lui enlever son palmarès en tout cas. C'est ça. Dan Martin, coureur que j'aimais bien, mais pareil, Simple sur le vélo et efficace à la fois. Et puis combattant aussi quand même. Souvent à l'attaque. Donc Dan Martin, dommage. Après en soi ça se comprend. Tous les jeunes et tout ça qu'ils arrivent. Donc voilà. TJ Van Garderen. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'entends ce prénom, mais du coup c'est vrai. Pour moi aussi, il y a un petit air d'inachevé derrière parce que je pensais qu'il aurait été capable de gagner un grand tour. Ouais, je vois encore moi l'époque avec Cadel Evans c'est la BMC. Qui était son coéquipier, où il avait le maillot blanc sur le Tour de France et qui emmenait bien Cadel Evans, surtout dans mes souvenirs. Je pensais qu'on l'aurait vu aussi gagner un grand tour. Il n'y en a pas eu, mais dans tous les cas, quand même une belle carrière. De toute façon, tous les coureurs qu'on va citer là auront une belle carrière. Certains partent plus ou moins jeunes, mais voilà. Le prochain, c'est Petr Vakoč, du coup, anciennement Alpecin, mais anciennement aussi Quick-Step, où il y avait eu un grave accident. Il est jeune, je crois qu'il a 30 ans et moins de 30 ans. Dommage, parce que pour moi, c'était un coureur qui était très bon, en qui j'avais mis une petite croix à l'époque, qui avait l'air très bon, mais bon, je pense que son accident n'a pas arrangé les choses, parce que je pense qu'il
de mes souvenirs, il était très gravement blessé. Ouais. Après, là, il était quand même bien revenu là sur la dernière saison, mais de ce que j'ai vu, j'avais vu une interview sur lui. Il disait qu'il prenait plus autant de plaisir et Ouais. tout ça sur le vélo, donc ça lui, il voulait arrêter et passer à quelque chose d'autre. Et en soi, du coup, ça peut se comprendre Oui. vu ce qu'il a fait et il parlait surtout de comment c'était compliqué de rester au niveau et surtout après ce qu'il avait vécu, que c'était assez dur. Ensuite, on enchaîne avec Roman Kreuziger. Qui prend aussi du coup sa retraite, qui a fait une belle carrière, une longue carrière. J'étais juste en train de regarder parce que je me souvenais plus de son âge, mais c'est vrai qu'il a 35 Ouais. ans. Je me rappelle de lui à la Tinkoff Saxo, Ouais. quand il était le lieutenant de Alberto Contador, qui était assez bon à l'époque. Ensuite, pareil, quelqu'un que j'attendais pas forcément cette année, je pense qu'il s'y attendait peut-être pas non plus, il aurait peut-être encore fait quelques saisons, enfin au minimum une, Nicolas Roche. Nicolas Roche qui ne sera plus dans les pelotons du coup Alors, l'année à ce que j'ai prochaine. compris, c'était surtout il avait une prétention salariale assez haute, et du coup, il n'y a aucune équipe qui voulait le signer. Dommage, parce que c'était un bon lieutenant aussi. Là, du coup, ça va être trois coureurs qu'on aime bien. Trois coureurs qu'on aime bien, on va les faire rapidement. Julien Duval, coureur que j'ai suivi depuis qu'il était à Roubaix. Donc c'est pareil, j'ai vu son évolution. Donc du coup, qui prend sa retraite. Je ne pensais pas qu'il allait arrêter tout de suite. Mais du coup, Julien Duval, William Bonnet et Romain Sicard. Bon, Romain Sicard, du coup, on sait pourquoi. Oui. Plus Problème une de santé. obligation pour lui. Et William Bonnet qui a fait une très longue carrière Moi, aussi. je revois toujours cette photo, Ouais. cette chute déjà sur le Tour de France, je ne sais plus quelle année. 2000, Je ne sais plus quelle 12, année. un truc 14. Je ne sais plus. Et cette image avec Thibaut Pinot. Ouais. Donc non, très bon, non, l'air de rien, des bons coureurs qu'on voyait quand même assez régulièrement, assez souvent. Et du coup, il y a encore des coureurs qui sont pas annoncés à la retraite, mais je pense qu'ils seront à la retraite, comme par exemple, je prends un exemple, Pozzo Vivo, Ouais. qui a 38 ans et qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé d'ailleurs Kubeka, qui, je pense, qui seront pas là l'année prochaine. Ouais. Ils ont libéré tous les coureurs et je pense qu'ils ne retrouveront pas de sponsors. Et même, je pense que c'est annulé le World Tour. Enfin, Ouais, sûr, ils sont pas en ouais, World Tour parce l'année que prochaine c'est ça, s'ils parce sont que repris. c'est Arkea du coup qui prend la place sur les grands. Non, je dis Cofidis. Non, Arkea. Non, je dis n'importe quoi. Ouais. Arkea qui prend la place sur les grands tours. Donc voilà, on va clôturer ce petit moment transfert par les personnes qui partent en retraite, tout Oui, c'est simplement. ça. Les retraités. Les retraités. Si jamais il y a quelque chose qui se passe et que l'épisode numéro 2, on pourra revenir peut-être un peu plus en détail, ça sera peut-être plus intéressant. Et puis là, on va enchaîner avec le point suivant. Qui est le cyclocross. Alors du coup, on se retrouve pour parler un peu de cyclocross, ça va être très rapide. Je vous mets un petit sommaire, on va d'abord faire un petit point au niveau du classement de la Coupe du Monde, un petit point sur le classement aussi Super Prestige, les hommes forts du début de saison. Ensuite, on enchaînera avec le retour de Wout van Aert et Lars van der Haar, aussi champion d'Europe. Donc allez, on est parti tout de suite. Je vais vous mettre juste du coup ici les classements. On va commencer avec la Coupe du Monde. Classement pris au niveau de la manche de Namur, donc la 11e course sur 15, si je dis pas de bêtises. On a Elie Herby en tête, comme vous le voyez, avec 358 points. Van Torenhout qui est juste derrière, mais qui est quand même assez loin, à 268 points. Suivi de Toon Aert, Quinten Hermans, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Dan Soete, Tom van den Bosch, Vincent Bastens et Lorenz Swick qui complètent ce tableau. Comme vous voyez, on a Elie Herby qui est quand même bien installé à sa première place. Par contre, derrière, ça peut se jouer pour les places déjà rien que sur les podiums. Ça peut beaucoup plus se jouer. Et puis pareil, pour le top 10, c'est très très serré pour l'instant. On enchaîne tout de suite pendant qu'on est sur les tableaux avec le classement du coup du Super Prestige qui va s'en rapprocher un petit peu, même si il y a 2-3 changements. On a encore Elie Herby qui est en tête avec 70 points, suivi de Toon Aert à 68 points. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus serré. Je tiens à préciser que j'ai pris après la manche de Baume.
Si, c'est ça, après la manche de Baume. Donc c'est la 5e manche sur 8. Et puis vous allez voir la vidéo, il y aura une manche en plus qui aurait été réalisée. Donc forcément, nous, on ne Oui. connaît pas encore le résultat. Lars van der Haar qui est là avec 59 points. Quinten Hermans qui est là avec 58 points. Lorenz Swick, du coup, en 5e place. Tom van den Bosch qui est 6e. Jens Adam qui est par contre dans le top 10 à la 7e place ici. Corné van Kassel, Pin Ronhart en 9e place, je l'ai peut-être écorché parce que j'ai du mal. Et Nice Van de Put qui est à la fin de ce top 10 avec 20 points. Mais comme on peut voir aussi, classement qui peut rapidement changer. C'est aussi assez serré, surtout sur la tête. Là, rien n'est joué. Puis voilà, je sais pas si tu avais un petit truc à dire. On va parler assez rapidement du cyclocross. Ouais, non, carrément, très belle. Je suis pas tout en direct, moi je regarde souvent, c'est plus en replay les courses. On va dire que les courses en ce moment tombent entre le football et la Formule 1 qui est terminée d'ailleurs. Mais là, je vais plus me concentrer parce que là, c'est la période des fêtes où il y a beaucoup de cyclocross là, entre Noël et Nouvel An. Du coup, je regarde souvent, j'aime bien cette période et aussi avant les championnats du monde. Mais en tout cas, on voit quand même une sacrée montée de Elise Herbit qui est assez fulgurante. Moi, je trouve cette saison, avant l'arrivée de Wout van Aert, mais Benoît va revenir sur ça. Très belle, très beau début de saison. Et franchement, rien à dire. Hâte de voir maintenant le retour du dernier, parce que les 3 fantastiques sont revenus avec Tom Pidcock, Wout van Aert, et maintenant le 26 décembre, le retour de Mathieu Van Der Poel et le retour du trio. Alors du coup, assez rapidement, les hommes en forme du coup du début de saison de cyclocross, on a beaucoup vu du coup Elise Herbie avec Toon Aert, Quinten Hermans aussi qui a depuis, je pense, l'année dernière a très très bien évolué. Grosse progression je trouve de Quinten Hermans. Il a fait aussi le Giro. Est-ce que c'est ça qui lui a permis d'avoir un peu plus de caisse? Mais je le trouve vraiment très très fort. On a Van Torenhout aussi qui était pas mal aussi à son avantage sur pas mal de courses également, qui aussi je trouve monte en pression. Qui a gagné l'une des plus belles, pour moi, un des plus beaux cyclocross, c'est celui de Namur, du coup, que nous, c'était le week-end dernier, et qui a quand même pas mal géré sur ce cyclo. Voilà, après, on a Lars van der Haar, champion d'Europe surprise, qui s'en sort vraiment très bien, qui a fait en soi une très très belle course. Très belle course. Très belle course. Ça fait plaisir de le revoir peut-être un peu plus par rapport à la saison dernière. Ouais. De toute façon, là, depuis le début de saison, les courses de cyclocross sont vraiment super cool à suivre. C'est vraiment kiffant de changer un peu et regarder le cyclocross. C'est pour ça que je voulais en parler. Alors après, ensuite, on a eu le retour de Wout van Aert qui est arrivé tout de suite au top du top. Après, j'ai vu un petit truc aujourd'hui, apparemment quand même, qui serait vraiment très très affûté. Là, pour la reprise par rapport aux saisons précédentes. J'ai regardé un peu, parce que là, il était en stage cette semaine avec son équipe. Et il est quand même déjà assez impressionnant sur le vélo. Franchement, moi j'aime bien aller sur ce travail, je regarde ces trucs. C'est quand même assez impressionnant. Savoir que il y a un jour, je crois, après son cyclocross, le jour d'après, il a tapé un 200 bornes. C'est quand même, je trouve, assez impressionnant. Mais du coup, ouais, le retour de Van Aert, vraiment à très haut niveau, parce que là, on peut le dire, en plus, qu'il partait même pas première ligne, qui a survolé même les concurrents un petit peu. Van Torenhout qui s'est accroché sur une manche et tout ça un peu. Mais... Je me rappelle la manche, là, pas le week-end dernier, du coup, le week-end d'avant, en Italie, là, dans la neige, où il part même pas première ligne et qu'il remonte tout au premier tour, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment très très fort. Manque un peu une petite bataille, ça serait cool de voir un peu, que ça soit un peu plus serré. Et ensuite... À voir avec le retour de Mathieu Van Der Poel. Ouais, c'est ça. À voir le retour avec Mathieu Van Der Poel, même si apparemment il ne devrait pas jouer la victoire dans les 4 premières, courses qu'il devrait faire. Donc on verra, ça sera la surprise. Et dernier petit point que j'ai rajouté juste avant du coup de faire quasiment l'émission, Tom Pidcock qui décroche son premier succès en Coupe du Monde en remportant la manche aux Pays-Bas du coup devant Elise Herbie. Donc il a fait quand même une très bonne course. Et puis bah voilà, Tom Pidcock qui va sûrement aussi monter en pression, je pense, pour les championnats du monde et tout ça. Ça va être le grand objectif, je pense. À voir les championnats du monde, et j'ai hâte de le voir aussi du coup sur les classiques flandriennes, parce que c'est un truc qui va suivre. Du coup,
À voir Donc, Tom Pidcock. c'est ça, Pidcock, de toute façon très jeune, qui va monter en puissance sur ces années, surtout qu'il est dans une très bonne équipe, Bah. qui il va tout avoir les outils pour pouvoir monter. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit point cyclocross. Et puis bah on va enchaîner du coup avec le dernier point, la saison 2022. Alors du coup, là, on va faire une preview sur la saison 2022 au global, ce qu'on attend. Une preview aussi des petits grands tours, mais les previews, ce sera vraiment ce qu'on va dire sur les grands tours, le, ce qui va se passer, enfin pas ce qui va se passer, c'est le parcours. Mais ensuite, on va parler, on en reviendra plus en détail avant. En fait, le grand tour, ça va dire le Giro, on reviendra début mai dessus, etc., etc. Du coup, on va commencer avec une petite preview vite fait du Giro 2022. Du coup, pour le Giro 2022, on va partir pour un total de 3410 km, 51 000 mètres de dénivelé. C'est un départ de Hongrie, du coup de Budapest, le 6 mai 2022. Et ensuite, on va se diriger vers la Sicile et la traditionnelle étape de l'Etna. Ensuite, une remontée vers les Alpes et un passage avant à San Remo, avec une partie, après la fin, vers les Dolomites et une arrivée à Vérone. Du coup, il y a 2 chronos qui se passent du coup le lendemain du départ et le jour de l'arrivée. Il y a 7 étapes de plaine, du coup, on a eu 7 sprints, 2 chronos, 6 étapes de montagne, 6 étapes accidentées. J'ai surtout noté l'étape 16 qui est longue de 200 km et qui a 5440 mètres de D+. Du coup, voilà pour le Giro. Alors du coup, ensuite on enchaîne avec le deuxième grand tour, le Tour de France du 1er juillet au 24 juillet. Du coup, le Tour de France qui s'élancera du coup du Danemark un vendredi et pas un samedi pour des questions de transfert en fait pour les coureurs. Du coup, on aura aussi également 21 étapes, 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées, 6 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude, la super planche des Belfi, le col de Granon, l'Alpe d'Huez, Péragude, Otakam. Ensuite, on a du coup 2 contre-la-montre individuelles. Et du coup, j'avais noté aussi 2 journées de repos et une journée de transfert pour faire le global. Je sais pourquoi il met la journée de transfert, parce qu'il dort à Lille. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on a du coup, on va faire les chronos. On va parler un peu des chronos. On aura un total de 50 km de chronos, 13 km lors de l'étape inaugurale dans le centre-ville de la capitale danoise. Puis, on aura 40 km lors de l'avant-dernière étape entre La Capelle, Marival et Rocamadour. Ensuite, on va faire un petit point sur quelque chose qui nous intéresse, les pavés. Du coup, les pavés qui feront leur retour après 4 ans d'absence. Donc, il va avoir 19,4 km de pavés lors de la 5e étape entre Lille et Arenberg, des secteurs qu'on connaît bien, enfin des secteurs, Attention, des environs qu'on connaît bien, pas des secteurs pavés qu'on connaît bien. parce qu'il y a des secteurs pavés qui n'ont jamais été empruntés lors du Tour de France et de Paris-Roubaix. Mais du coup, nous, potentiellement, oui. Peut-être. C'est ça. Et du coup, on aura 11 secteurs pavés d'une longueur qui sera variable entre 1,3 km et 2,8 km. Dernier petit point, et du coup, quand même des grosses petites choses, c'est les massifs. Du coup, je vais refaire plutôt. En vrai, non, on va partir du coup du Danemark. Ensuite, on va aller dans le nord où on fera les pavés. Ensuite, on partira chercher les Vosges où déjà là, ça va. Steve Chenel. C'est ça, c'est Steve Chenel. Où déjà là, ça va grimper. Ensuite, on descendra vers les Alpes avec quelques étapes qui sont vraiment très intéressantes. On en reviendra du coup plus tard dans l'année. Ensuite, on descendra par le milieu de la France pour aller chercher les Pyrénées à peu près, environ. En traversant le Massif central et l'arrivée à Mende. Et du coup, ensuite, on finira par la traditionnelle arrivée à Paris. Et surtout, l'arrivée à Paris et le départ des femmes. On n'a pas fait la preview des femmes, mais si on la fera au moment du Tour de France. C'est ça. Et du coup, ce qui nous fera un total de 3328 km pour ce Tour de France. Et puis voilà, on va passer du coup
au troisième et dernier Grand Tour de la saison. La Vuelta du coup du 19 août au 9 septembre. J'espère qu'il n'y aura eu aucune erreur dans ce qu'on a dit. On ne sait jamais. Sinon, vous pouvez rectifier en bas dans les commentaires. C'est ça. La Vuelta qui s'élancera du coup le vendredi 19 août des Pays-Bas, d'Utrecht. C'est ça. C'est ça. C'est juste la prononciation. C'est ça, Utrecht. Avec un contre-la-montre par équipe, du coup, contre-la-montre par équipe de 23,2 km, du coup, dans la ville. Ensuite, on aura quand même un deuxième chrono de 31,1 km lors de la 10e étape. Pour faire un peu le récap des 21 étapes, comme j'ai fait pour le tour, on aura 6 étapes de plaine, 2 étapes de plaine avec arrivée au sommet aussi, à noter. 4 étapes accidentées, 7 étapes de montagne, 1 contre-la-montre par équipe et 1 contre-la-montre individuel, comme j'ai déjà dit, et 3 jours de repos pour un total de 3280,5 km. Il y a beaucoup de chronos, je trouve. Ouais. Bah, ça va en fait, enfin, c'est équivalent. Mais par contre, on peut noter que tous les grands tours ne partent pas de leur pays. Ouais, c'est ça, ça voyage beaucoup quand même. En fait, ça devait être condensé. Je crois l'année dernière, c'était le Giro, ça devait partir du Hongrie et tout. Et du coup, ça fait ça. Du coup, maintenant, on va parler de nos attentes pour la saison 2022. Moi, j'ai noté quelques points. Du coup, je vais vous les dire comme ça et on va en parler vite fait avec Benoît. Du coup, moi, c'est plus la montée en puissance de la Jumbo avec des très grosses arrivées comme Benoît, Laporte, Juan Dennis. D'un point de vue pour les classiques, avec Laporte, pour moi, qui a fait une excellente saison sur les classiques, et aussi l'arrivée de Benoît, qui pour moi peut être très bien. En très bon lieutenant pour la montagne. Maintenant, on va voir ce que ça va faire. Ils perdent Tony Martin on va dire en chauffeur et ils récupèrent Juan Dennis. Bon, il n'est pas aussi facile à vivre, mais bon, c'est pas grave. Non, mais sinon, très beau, en vrai, très belle équipe Jumbo qui se renforce un peu. Oui. Ils perdent aussi un peu de coureurs, mais en soi, encore une très très belle équipe. Je pense qu'ils vont encore nous faire de grandes choses dans les saisons à venir, vu les coureurs. Et pareil, du coup, pour notre Français, Christophe Laporte, qui intègre l'équipe. J'ai hâte de voir Christophe Laporte. Ouais, c'est ça. Vraiment, très bonne opportunité pour lui. On va voir comment ça va se passer au niveau des classiques. C'est surtout pour ça qu'il est là-bas. Donc, j'espère qu'il pourra aussi jouer de temps en temps sa carte personnelle. Oui. Et puis voilà, on verra bien. J'enchaîne sur un de mes petits points. Vas-y. Du coup, je pense que de toute façon, c'est un peu nos points à deux. Très belle équipe totale de Direct Energy. Total Energy, excusez-moi, avec du coup l'arrivée de Peter Sagan, mais aussi un point important, coureur que j'aime bien, Anthony Turgis, qui est de plus en plus fort aussi chaque année sur les classiques. On le voit de plus en plus. Pour moi, je suis sûr, il pourrait jouer la gagne sur un Tour des Flandres ou autre. C'est quasiment sûr. S'il continue comme ça, vu l'évolution, je pense qu'il peut faire quelque chose. Il n'y a pas à attendre que de Peter Sagan. Oui. Je pense il peut apporter. Turgis peut faire quelque chose de gros sans l'attendre. On peut voir quelque chose. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et derrière ça, on a quand même des gros coureurs avec du coup Sagan, Daniel Oss, qui ont de l'expérience. On a Elvad Boissenhagen. On a Niki Terpstra aussi, qui a re-signé du coup là-bas, qui a prolongé. Donc, l'air de rien, très grosse équipe pour les classiques. Ensuite, pour parler un peu d'autre chose, on a aussi Pierre Latour. Pierre Latour qui peut être là aussi. Qui peut, pourquoi pas, faire quand même des bons petits résultats sur les grands tours pour des victoires d'étape, pour jouer le maillot à poids ou quelque chose comme ça. Voilà. Carrément. Du coup, moi, j'ai un autre point, on en a parlé un peu en tout début de vidéo, qui est Colbrelli sur les classiques 2022. Qu'est-ce que ça va donner ? Parce qu'il a fait un très beau Paris-Roubaix. Pour moi, le Tour des Flandres correspond aussi du coup maintenant à ses caractéristiques, parce que les pavés, ça ne le gêne pas. Les montées sèches, ça ne le gêne pas. Du coup, à voir maintenant, quoi. C'est juste que le Tour des Flandres, c'est quand même très compliqué. On voit que les coureurs, ils terminent tous HS. Maintenant, c'est à voir du coup ce que ça va donner en 2022 sur les classiques. Est-ce qu'il sera là encore à un Paris-Roubaix ? Peut-être que cette année, ça sera un Paris-Roubaix sec. Ça sera peut-être pas les mêmes conditions, du coup, à voir ce que ça va donner du coup maintenant en 2022. Ça reste intéressant de voir comment il va vouloir aborder la saison et ses objectifs qu'il va avoir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une très grosse révélation, on peut dire, à ce niveau-là de Colbrelli cette année. Je vais enchaîner du coup. Vas-y. Avec la suite, une très grosse équipe Bora aussi.
avec déjà des coureurs qui restent présents dans l'équipe avec Bourman, Grofschäftner, Cadena, Wilco Kelderman. Mais on a eu aussi un recrutement avec Vlasov, Higuita et Jen Hindley. Oui. Donc l'équipe qui se renforce bien pour des courses, je pense, d'une semaine, de 3 semaines aussi pour les grands tours. Je pense que ça peut être une belle équipe d'outsiders. Mais du coup, pour je jouer rajoute quelque un chose. petit point, c'est que, moi je l'avais mis dans les coureurs à surveiller pour 2022, mais du coup, je peux en parler là parce que quand on en parle de la Bora, c'est Ken Ustebrooks, une pépite quand même espoir qui a été qui est mise en avant sur le devant de la scène. Maintenant, on va voir ce que ça va donner chez les pros parce qu'il était très bon chez les espoirs. Maintenant, c'est à voir le passage chez les pros. Et du coup, je vais garder un œil sur lui cette année parce qu'il est quand même annoncé comme une plus grosse pépite que Remco. Et du coup, maintenant, on va Ouais. voir ce que ça donne. Ça va être très intéressant. Belle équipe Bora, en tout cas, Ouais, j'aime bien très le, belle le équipe. recrutement et les coureurs qu'ils ont gardés. Franchement, très très bon choix pour moi. Très belle équipe. Du coup, moi, mon dernier point, c'est un gros Tour de France en perspective, mais aussi un gros Giro et une grosse Volta. Du coup, maintenant, je vais avoir hâte de voir les programmes. Là, j'ai entendu que Bernal voulait gagner la Volta. Ouais. Comme ça, il aurait les trois grands tours, mais il veut faire le Tour de France aussi. Du Ouais. coup, il n'y aura pas de Bernal sur le Giro, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, c'est à voir les envies. Je pense que Pogacar veut faire un doublé, Pogacar. J'avais vu Ouais, cet article aussi. qui voudrait enchaîner Giro et Tour de France. Maintenant, c'est à voir, parce qu'il y a Roglic aussi, il y a tous les autres, quoi. Enfin, il y a eu Carty, il y a Hindley aussi. Maintenant, c'est à voir, quoi. Je pense que ouais, il y a du beau monde pour jouer des belles places sur les grands tours. Voilà. Après aussi de gros changements du coup chez Astana, on en avait parlé avec un gros recrutement, un retour de Nibali. Nibali certes vieillissant entre guillemets, qui reste quand même à un assez bon niveau, qui a de l'expérience, donc à voir ce qu'il peut faire avec des bons coureurs Avec à côté de Lopez. lui aussi. Il y a Lopez, du coup, qui est là. Qui retourne, ouais, aussi. À voir Donc, son comportement, du coup. Donc, non, en soi, un bon recrutement aussi Chez Astana, chez Astana avec de beaux noms. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Je pense que du coup, je peux enchaîner tous mes points maintenant. Vas-y, tu peux enchaîner. On ouais. a du coup aussi, pareil, UAE qui font en fait toutes les grosses équipes en soi World Tour ont fait un très très bon recrutement, ce que ça soit au niveau des jeunes et tout ça. UAE, gros recrutement, on va pas en revenir. Par contre, on peut parler d'un Alexis Brunel qui. Du coup, je sais pas si tu as terminé tes points pour tes attentes 2022. Mais du coup, sinon, on peut transférer vers les coureurs à. J'ai pas encore totalement fini. Vas-y. Mais du coup, on en parlera après On en d'Alexis parlera Brunel, vu que c'est dans tes coureurs. Sinon, pour finir, au niveau d'une équipe, personnellement, moi, Intermarché, Wanty Gobert, qui ont fait une bonne saison. Première année en World Tour. Des victoires, pas mal de victoires d'ailleurs. Il y a C'est vrai eu que je ne l'ai pas noté, mais déjà victoire sur des grands tours. quoi, c'est surtout. ça, victoire sur des grands tours, sur le Giro. Sur la Une Volta. équipe attaquante, franchement, Maillot rouge sur la Volta. maillot rouge pendant quelques semaines. Une semaine, je crois, non? Je sais plus. Je me souviens Ouais, plus. je sais plus exactement. C'est vrai que j'ai pas tout noté ça, vu que c'est un point qu'on fait assez rapidement. Mais en tout cas, très belle équipe Intermarché Wanty. Est-ce que ça va continuer en 2022? J'espère. Ils ont fait un petit recrutement, mais en soi, un bon recrutement. Un Puis recrutement intelligent. C'est ça. Et puis du coup, on va passer aux coureurs à surveiller. On va reparler des coureurs qui sont certains coureurs qu'on a parlé dans les attentes avec les équipes. Je vais peut-être juste parler de mes deux coureurs parce que les tiens, ça sera un peu plus intéressant. Moi, j'ai mis arrivée de Brian Cocard à la Cofidis. Est-ce que on va avoir un Brian Cocard un peu plus en forme avec pourquoi pas une victoire en World Tour? Avec un Brian Cocard qui sera un peu plus présent. Je me rappellerai toujours de sa victoire, de sa deuxième place à quelques centimètres de Kittel à Limoges. Qui était, je pense, ça a dû lui mettre un coup. Et je trouve que depuis, c'est assez compliqué, Cocard. Et quand on voit là derrière sur les sprints, il y a des moments, il y a le couloir. Il y a le couloir pour lui et il manque la puissance, quoi. Manque la puissance. Donc voilà, un Brian Cocard, voir ce que ça va donner l'année prochaine dans une nouvelle équipe avec du renouveau et surtout en World Tour. Et puis j'avais noté du coup Christophe Laporte, mais Christophe Laporte on en a déjà parlé. Du coup je te laisse finir sur tes points. Mais du coup je reviens sur un point à voir, c'est que, enfin t'en as parlé tout à l'heure aussi, moi c'est Sagan chez Total Energy. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que il
passe quand même d'une Best World Tour à une Conti. Un Conti Pro. Conti Pro. Une Conti Pro. À voir ce que ça va donner. Moi, je trouve qu'ils ont déjà... je sais pas si vous regardez, ils passent sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube, et je trouve qu'ils ont passé un gap déjà en interne. Ouais. Avec l'arrivée de Specialized, en partenaire déjà. Ouais. Au niveau des chaussures, des vélos, maintenant ça va être à voir. Du coup, je passe à mon deuxième, qui est Storer à la FDJ. Parce que Storer, on peut quand même dire qu'il a fini meilleur grimpeur de la Vuelta. Ouais. 2 victoires d'étape. Une victoire d'étape sur le Tour de l'Ain et le classement général. C'est quand même pas anodin. Très grosse recrue pour FDJ, avec pas cher en plus. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner pour Godu? Et je crois que Godu cette année veut faire le Giro. Du coup, à voir, parce que ça peut être très intéressant. Est-ce que Storer va tenter un classement général? On ne sait pas si Pinot va retenter un classement général. Ouais, aussi. On ne sait pas. Et du coup, là, on attend avec impatience. Souvent, ils font une petite émission, la FDJ, pour présenter les programmes. Et aussi, du coup, moi, un coureur que j'apprécie aussi, c'est Madouas. Voir ce que ça va donner cette année aussi. Peut-être sur un Paris, ça peut être intéressant de voir un Madouas. Ça peut être intéressant. Même sur un critérium du Dauphiné, même si ça semble un peu plus compliqué. Maintenant, à voir. Du coup, Stebrook, j'en ai parlé. Gardez un œil sur lui, on va voir. Moi, c'est Adrien Petit chez Intermarché. Ouais. Déjà, j'apprécie énormément de coureur parce qu'en plus, il est de chez nous. Ouais, c'est ça. Il est de chez nous et il a fait un gap pour moi de partir chez Intermarché. Il part en World Tour. Peut-être qu'il aura sa carte sur les classiques. Ouais, il peut avoir sa carte vu le. Il peut avoir sa carte sur les classiques et il va pouvoir être soutenu d'un petit, on va dire petit parce qu'il a quand même gagné le ronde, mais d'un Christophe qui est en plus en fin de carrière, qui va pouvoir être soutenu. Du coup, ça c'est beau. Et j'ai mis aussi Alexis Brunel chez UAE. Ouais. Parce que c'est quand même assez impressionnant de voir Alexis Brunel chez UAE, de faire un pari comme ça. Grosse surprise. Grosse surprise. C'est aussi en plus un coureur de chez nous. Ouais. Du coup, c'est à voir ce que ça va donner. Ça peut marcher comme ça peut être une hécatombe. Ouais, c'est ça. À voir parce qu'il se retrouve seul français. Seul français. Seul français dans l'équipe. Donc après, à voir ce que ça va donner. Moi, Alexis Brunel, que je connais un peu parce que je courais avec lui à l'époque. Pas encore très très longtemps parce que ça fait en soi pas si longtemps. Il est chez UAE, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il est chez les pros. Donc c'est vrai que ça reste intéressant. Il y avait un point, je crois que je voulais revenir quand tu parlais de... je ne sais plus. De Storer, je crois. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Après, Adrien Petit, ouais, c'est bien. Intermarché, il arrive en World Tour. Je pense que ça peut être un bon choix. Oui. Donc ça, on verra. Carrément. Puis voilà, en soi, on a fait à peu près le tour, je pense, de tout ce qu'on voulait dire. On est déjà sur une grosse émission là, dans ces cas-là. Du coup, on va faire vite. Là, on va parler de notre programme prévisionnel. Ouais. Prévisionnel pour 2022 pour les courses à suivre en immersion. C'est ça. Du coup, là, c'est en fonction du Covid. Si les courses vont être maintenues et si elles sont maintenues ouvertes au public, parce qu'on peut se souvenir que l'année dernière, le Tour des Flandres a eu lieu, mais sans public. Ouais. Du coup, on le fait ensemble, on dit... Vas-y, on fait une par une au pire. Vas-y, commence. Alors du coup, première course qui devrait arriver très prochainement si tout se passe bien, parce que vu que ça se gâte un petit peu à chaque fois en hiver, c'est les championnats de France de CX qui sont juste à côté de chez nous, à Liévin. Donc ça serait vraiment sympa. Au début, on voulait aller voir un CX en Belgique parce que l'ambiance est vraiment au-dessus. Et puis ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Sébastien il est jamais allé. Du coup, on voulait faire ça cette année, mais je pense que ça va peut-être être un peu compliqué. Ça va être assez juste. Mais on aura le championnat de France du coup juste à côté de chez nous très bientôt. Oui, c'est pas le week-end prochain, c'est le premier week-end de janvier. Ouais, voilà. Donc le 8 et 9 janvier. Du coup, voilà. La prochaine course, je ne vais pas vous dire, vous avez l'habitude, mais vous l'avez déjà vu 2 fois sur la chaîne, qui est le Omloop et Newsblad. Du coup, qui se situe fin février, la première classique, semi-classique, parce que c'est pas une classique, c'est une semi-classique. Du coup, allez voir, à voir si aussi ça va se maintenir, si on pourra aller voir. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec une course aussi que vous avez l'habitude, c'est le Grand Prix de Denain. D'ailleurs, qui va se situer un jeudi. Ouais, j'ai vu cette année, c'est fin mars, je crois que c'est vers le 20 mars, un truc dans le genre, j'ai regardé tout à l'heure. Du coup, le Grand Prix de Denain. Ensuite, si on peut, on enchaîne avec le retour du Tour des Flandres, qui se situe du coup aussi le premier week-end d'avril. Maintenant, c'est à voir les conditions sanitaires.
C'est ça. Ensuite, on aura la traditionnelle reco de Paris-Roubaix et du coup la course Paris-Roubaix. Ça va faire bizarre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine entre les deux. Là, Ouais. cette année, ça sera pas ça parce qu'il y a les élections présidentielles. Du coup, oui, l'Amstel prend la place de Paris-Roubaix, Paris-Roubaix prend la place de l'Amstel, mais du coup, ça va être compliqué aussi à jouer sur les formes parce que quand tu es en forme sur le Tour des Flandres, tu peux être directement en forme sur Paris-Roubaix. Et là, il y a une semaine, il y a l'Amstel entre deux, à voir ce que ça va donner. C'est à moi. Du coup, nous en a parlé tout à l'heure, mais du coup, les 4 jours de Dunkerque, on irait voir en quasi-intégralité, parce qu'on n'irait pas Ouais. le dimanche à Dunkerque. Mais du coup, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, du coup, 5 jours. Donc, on croise les doigts parce On qu'on a croise les doigts. reposé nos congés du coup On pour a ces 4 jours de reposé les Dunkerque. congés. Donc, on espère que tout va bien se passer. Ensuite, on enchaîne avec le Tour de France qui sera dans le Nord. On espère Donc, On espère que parce qu'il y a un événement personnel à cette période-là, du coup, j'espère que Benoît pourra y aller. Peut-être que je serai là, peut-être que je serai pas là, ça dépendra. Du coup, on verra à ce moment-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura des vidéos sur ça. On a mis, vraiment prévisionnellement, on a mis à voir la Vuelta, vu qu'elle passe ici à 2 heures de route à peu près. Le départ, pourquoi pas aller voir la Vuelta? J'ai jamais été voir la Vuelta, toi Ouais, non non plus, plus. je pense. Du coup, ça peut être intéressant à aller voir. Ouais, carrément. Ensuite, pareil, on finit avec 2 courses du Nord. Le Grand Prix de Fourmies, qui est pareil. On a déjà fait des vidéos dessus. Oui. Enfin, j'ai déjà fait des vidéos sur le Grand Prix de Fourmies. On a déjà Bah, fait, on a on fait, y a on été était cette l'année année. dernière. Ouais, effectivement. C'est Même le on Grand avait Prix vu d'Isberg. Rémi Cavagna. Voilà. Ouais. C'est le Grand Prix d'Isberg que toi, t'as jamais fait, je pense. Et puis, du coup, Du coup, fini par Grand Prix d'Isberg Le- parce que cette année, il n'y aura pas de championnat du monde. On n'a pas prévu d'aller en Australie. Du coup, voilà. voilà. Après, sachant que ça peut changer, on a peut-être qui vont se rajouter, on a peut-être qui seront pas présentes malheureusement. On verra bien selon ce que ça donne, sachant que ça c'est vraiment pour les vidéos en immersion. Après, le but aussi c'est de vous proposer plus de vidéos sur le vélo. On a Sur aussi le un vélo. petit programme, ça, à voir maintenant ta condition physique. Ouais, Et ça aussi, il y a un petit programme qui est prévu et qui peut être vraiment pas mal. Si les bobos sont bien soignés et assez rapidement, normalement, il y aura des belles vidéos, je pense, disponibles. Et puis, voilà, on arrive sur la fin de cette première émission. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est assez long. Merci aux personnes qui seront toujours là. N'hésitez pas à dire pareil dans les commentaires. Mais vraiment, si les points d'amélioration, avec des beaux commentaires constructifs. N'oubliez pas, si jamais vous avez des idées d'émissions, mettez tout ce que vous voulez. Si vous en avez plusieurs, allez-y, faites des points. On est preneur et puis vous verrez ça sur la deuxième. Et puis voilà. Et du coup, je vous souhaite une excellente année encore. Merci à vous, si vous êtes encore là, d'avoir regardé toute la vidéo, de donner votre avis, de mettre un petit pouce en l'air et puis surtout de partager. Partagez à vos amis. Si vous avez des amis qui sont fans de vélo, c'est l'occasion de leur faire partager la chaîne, de partager aussi les réseaux, Insta. Twitter, on n'y est pas énormément. On préfère quand même Insta. D'aller sur Instagram et de partager. Et puis voilà, quoi. Et puis on va se voir bientôt. Voilà, et puis voilà, on s'améliorera, je pense, au fur et à mesure si l'émission continue et si ça vous plaît. Là, c'était la grande première pour nous de faire quelque chose comme ça, carrément. de parler face caméra assis pendant environ 2 heures de tournage, à peu près. Et Là, il est 20h. On a commencé, il était 18h. Voilà, et du coup, beaucoup de préparation. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, voilà, sur ce, on vous laisse et puis on se retrouve du coup très prochainement. Encore une bonne année à vous. Ouais. Et sur ce, bye tout le monde. Salut tout le monde. Salut.